Avant toute chose, nous voudrions remercier nos invités, M. Ebalin, M. Diebold, M. l'ambassadeur de la Suisse, M. l'ambassadeur de la Belgique, M. Tesson, Mme Savenito, M. Cavalcante et bien sûr tous les professeurs accompagnateurs et directeurs d'école qui sont venus nous joindre à nous. Nous tenons aussi à remercier l'ensemble des participants du LFHMUN, le lycée franco-hellénique Eugène de la Croix, le lycée français Molière de Saragosse, le lycée français Pierre Loti d'Istanbul, le lycée français de Berlin, le lycée Maurice Ravel de Paris et le lycée français du Caire. Sans oublier aussi de remercier l'IFG pour le prêt de leurs locaux. Donc veuillez bien respecter le matériel et le laisser dans un excellent état. Nous allons désormais procéder au discours d'ouverture de nos invités. Le secrétariat invite à présent son excellent monsieur Alexandre Diebold, premier conseiller à l'ambassade de France en Grèce, à la tribune. Vous avez maintenant la parole. Merci beaucoup. Alors, je note que j'ai eu moins de hurrah que vous, mais c'est normal. Donc, bonjour à tous, on est aujourd'hui réunis pour ouvrir cette 6e édition du modèle Nations Unies du lycée franco-hellénique Eugène de la Croix. Et moi je suis très heureux d'être parmi vous, messieurs les ambassadeurs, monsieur le directeur de l'Institut, monsieur le proviseur, madame la directrice, messieurs les professeurs et puis surtout chers élèves qui êtes nombreux. Alors je pense que vous avez de la chance, chers élèves, parce que vous allez participer à une simulation qui sera, je crois, très réaliste d'un exercice de diplomatie multilatérale. Vous êtes environ 300, vous venez de divers établissements du réseau, ça a été rappelé. Et puis vous allez participer à 3 jours de discussion, de négociation, de prise de décision. Et je voudrais moi aussi commencer par tirer un grand coup de chapeau à toute l'équipe organisatrice du MUN, tout le LFH, parce que je sais que c'est beaucoup de travail. Je crois que ça a été beaucoup de sérieux aussi de votre part pour mettre ça au point. Et votre mobilisation est vraiment à saluer. Donc bravo. Alors, vous avez de la chance, chers élèves, mais nous avons aussi de la chance que des jeunes comme vous s'intéressent aux questions des Nations Unies, de la diplomatie, des relations internationales, parce que ce sont des sujets qui sont indispensables pour comprendre le monde d'aujourd'hui, pour répondre aux enjeux auxquels nous faisons tous face, et ils sont nombreux, que ce soit les conflits, que ce soit la crise climatique, que ce soit les situations humanitaires difficiles qui existent dans de nombreux endroits du monde, et nous ne pouvons plus aujourd'hui y répondre seuls. Vous avez de la chance, nous avons de la chance, et moi, à titre personnel, je crois que j'ai aussi de la chance parce que j'ai consacré une partie de ma carrière de diplomate aux questions des Nations Unies. J'ai travaillé au sein de l'équipe qui représente la France au Conseil de sécurité. Et c'est pour moi un souvenir très heureux dans ma carrière et j'aime beaucoup le partager. Et donc en réfléchissant à ce que j'allais vous dire ce matin, je me suis dit que j'allais essayer de vous expliquer pourquoi c'est pour moi un souvenir heureux cette période aux Nations Unies. Alors, quand on regarde les choses de prime abord, le tableau n'est pas vraiment flatteur. Parce que les Nations Unies sont un système qui peut paraître à bout de souffle. Et surtout, il y a un très fort décalage entre l'ambition de ce qu'on a attribué aux Nations Unies et puis l'action qu'elles mènent aujourd'hui. L'Organisation des Nations Unies, quand on regarde la charte, le document fondateur, c'est d'abord et avant tout la paix et la sécurité internationale. Mais force est de constater que le Conseil de sécurité, qui est vraiment le cœur de réacteur, semble aujourd'hui paralysé par l'usage que font certains membres permanents du droit de veto, et finalement incapable de régler ou de mettre un terme aux grandes crises que peuvent être la guerre en Ukraine ou les guerres au Proche-Orient. L'ONU, c'est la paix et la sécurité internationale, mais les casques bleus au Liban, au sein de la FINUL, ont finalement ces dernières semaines regardé passer les missiles israéliens et les roquettes du Hezbollah sans pouvoir faire grand-chose, quand ils n'étaient pas eux-mêmes pris à partie par les belligérants. L'ONU, c'est la paix et la sécurité internationale, mais l'agence qui est en charge de la sécurité atomique, l'AIEA, ne semble pas pouvoir faire grand-chose, ou en tout cas mettre un vrai point d'arrêt au programme nucléaire nord-coréen.
L'ONU, c'est le développement durable, mais finalement, la COP qui vient de se terminer à Bakou n'est pas arrivée à un niveau d'ambition qu'on aurait souhaité, en adoptant de véritables engagements contraignants pour réussir à limiter le réchauffement climatique, ou en dégageant suffisamment de financement pour permettre aux pays en voie de développement de réaliser leur transition écologique. Et puis l'ONU, c'est les droits de l'homme, c'est la solidarité internationale, mais finalement, alors que le secrétaire général appelle l'attention de tous depuis des mois sur probablement la crise humanitaire la plus grave qui secoue notre planète aujourd'hui au Soudan, eh bien, pas suffisamment est fait sur ce front, et les médias, notamment dans le monde occidental, parlent finalement assez peu de cette situation. Bon, on pourrait continuer comme ça cette liste assez longtemps, c'est peut-être pas le but de ce vendredi matin, mais l'idée c'est de vous dire que les Nations Unies ne sont pas aujourd'hui en capacité de résoudre toutes les crises du monde contemporain, loin s'en faut, alors que ces crises se multiplient, qu'elles menacent la paix et la sécurité internationale, et qu'elles font qu'une partie importante de l'humanité n'est pas aujourd'hui capable de vivre en paix ou dans des conditions satisfaisantes. Mais malgré tout ça, je suis convaincu, et nous sommes nombreux à l'être, que le monde irait beaucoup moins bien sans les Nations Unies. Parce que c'est à la fois un outil précieux et c'est devenu un outil qui a un rôle incontournable. Et je pense qu'il y a trois raisons, rassurez-vous, je serai bref, mais il y a trois raisons que je voudrais partager avec vous pour ça. La première, c'est d'abord que les Nations Unies, c'est un forum où l'ensemble des États peuvent se parler. C'est probablement la plus simple des choses que sont les Nations Unies, mais c'est aussi la plus importante, parce que c'est un endroit où chaque État peut exprimer un désaccord, négocier, s'engager, dans un cadre qui est toujours disponible, qui est reconnu comme légitime par tous, et où on parle de manière organisée, notre comité y veillera, avec des droits, des devoirs et des règles. Et ça, c'est très important. Un exemple de ça, c'est la semaine de haut niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui se tient tous les ans en septembre à New York, qui est le moment où on ouvre la session annuelle de l'Assemblée Générale, et où tous les chefs d'État, ou en tout cas une grande majorité d'entre eux, se retrouvent, ce qui permet à la fois, alors c'est un peu un grand bazar, mais ça permet à chacun de parler et d'être écouté par tous, et ça permet aussi un nombre d'échanges et une vie internationale qui est irremplaçable. La deuxième raison pour laquelle les Nations Unies sont importantes, c'est parce qu'elles offrent un cadre dans lequel on produit de la norme. Toutes ces réunions qui se déroulent aux Nations Unies, elles aboutissent à des résolutions, à des traités, à des déclarations qui créent des normes, des droits, des devoirs qui finalement sont le droit international. Ce droit international, il n'est pas toujours respecté, et c'est dommage, mais il a l'énorme mérite d'exister et d'être une référence pour ceux qui le promeuvent. Il couvre des secteurs de plus en plus importants. Hier, c'était le droit de la guerre, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et pas faire pendant un conflit. C'était la non-prolifération nucléaire, c'était les réfugiés, comment on accueille les réfugiés. Aujourd'hui et demain, ce sont d'autres secteurs qui sont couverts par le droit international. C'est l'intelligence artificielle, comment on régule cette formidable avancée, mais qui peut aussi être une terrible menace. C'est les océans, comment on protège la plus grande partie de notre planète qui joue un rôle important dans le réchauffement climatique. Et puis c'est comment on prévient les pandémies pour que ce qu'on a vécu pendant le Covid ne se déroule plus, ou en tout cas pas de la même manière. Et donc, ce rôle de production de la norme, il est important pour offrir un cadre et réguler les relations entre les États et que ça ne soit pas simplement la jungle. Et puis la troisième raison pour laquelle les Nations Unies sont absolument indispensables aujourd'hui, c'est qu'elles ont une administration, ce qui n'a pas toujours été le cas des systèmes précédents. Les Nations Unies ont une administration, c'est évidemment le secrétaire général, Antonio Guterres, mais c'est aussi toutes ces troupes, des dizaines de milliers de femmes et d'hommes, qui sont soit à New York au sein du quartier général des Nations Unies, mais aussi partout dans le monde, au plus proche des populations en difficulté, que ce soit les casques bleus, les agents humanitaires de l'ONU, et ils jouent un rôle absolument indispensable. Alors évidemment, il y a plein de marges de progression, le système est loin d'être parfait, il faut réformer le Conseil de sécurité, la France y est attachée en ayant davantage de membres pour que ce soit plus représentatif, en encadrant ce droit de veto pour qu'on ne puisse plus bloquer l'action du Conseil sur des sujets de crimes de masse. Il faut aussi donner davantage de moyens aux casques bleus, un meilleur mandat, de meilleurs équipements, et puis il faut probablement réformer le fonctionnement de cette administration qui est un peu une tour de Babel, qui fait travailler plein de gens de nationalités différentes ensemble, mais pas toujours de manière efficace. Mais
Je crois que le constat, et c'est ce qu'il faut que vous reteniez de ces 3 jours, c'est que ce que font les Nations Unies est aujourd'hui incontournable pour que le monde marche mieux. Alors vous allez vous plonger dans cet univers pendant 3 jours, et sur un plan personnel, vous allez donc vous mettre dans la peau de diplomates qui travaillent au sein des Nations Unies. Vous allez apprendre à défendre des positions, mais aussi, et c'est très important, à rechercher des compromis et à trouver les moyens d'y parvenir. Rechercher un compromis, c'est jamais crier plus fort que l'autre, c'est pas comme ça que ça marche. C'est plutôt apprendre à présenter sa position, apprendre à comprendre celle de l'autre, et essayer de trouver une voie moyenne dans laquelle chacun se retrouve, sans pour autant renier ses principes. Vous allez aussi réaliser la dimension personnelle, j'espère, de ce travail, parce que derrière les positions des pays, on dit souvent les États-Unis, la France, Nancy, etc., il y a des femmes et des hommes qui participent à construire ces positions, participent à les défendre et participent à essayer de trouver des compromis. Vous verrez que dans ce métier, il y a une forte dimension personnelle et qui fait d'ailleurs tout son sel. Voilà, et j'espère que vous arriverez à la conclusion que finalement le métier de diplomate au sein des Nations Unies, des organisations internationales, c'est probablement 2 choses. C'est savoir défendre sa position, mais aussi savoir trouver un compromis. Et quand on ne fait que l'un que l'autre, défendre sa position sans trouver de compromis, ou trouver un compromis sans avoir respecté sa position, et bien finalement on n'a pas fait tout le travail. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que je vous aurai sensibilisé à 2 choses. D'abord que vous allez passer 3 jours passionnants sur des sujets très importants. Et puis ensuite, les diplomates ne font pas que manger des ferrero rocher, mais bien notamment mettre de l'huile de coude dans des systèmes comme les Nations Unies qui sont importants pour le monde et pour les affaires internationales. Voilà. Maintenant, à vous de jouer. Nous vous remercions pour votre discours. Le secrétariat invite à présent son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la Suisse, Monsieur Estermann. Vous avez maintenant la parole. Madame la secrétaire générale, Monsieur le président de l'Assemblée générale, Excellences, chers collègues, chers et chers délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être invité cette année à prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de la Model United Nations conférence du lycée français d'Athènes. Mesdames et Messieurs, depuis 30 ans que je fais de la diplomatie, la crise du multilatéralisme a été maintes fois proclamée. C'est vrai, le système des Nations Unies n'est pas toujours le plus efficace et les négociations multilatérales sont lentes par la force des choses. Les organisations internationales reflètent les tensions géopolitiques et les intérêts variés et souvent contradictoires de leurs membres. De nombreuses organisations multilatérales luttent pour maintenir leur capacité d'action en raison des divergences croissantes entre leurs États membres. La loi du plus fort gagne du terrain, notamment dans les domaines de la sécurité et des relations commerciales. L'historien américain et commentateur de la politique étrangère Robert Kagan a résumé ces tendances dans le titre de son livre de 2018, The Jungle Grows Back, la jungle repousse. Cependant, il n'y a pas d'alternative pour relever les défis communs au niveau mondial, qu'il s'agisse du changement climatique, de la lutte contre les pandémies ou de combattre la pauvreté. Les petits et moyens pays, tels que la Grèce et la Suisse, ont tout particulièrement intérêt à ce que le système de gouvernance mondiale fonctionne et soit fondé sur des règles, car nous ne pouvons pas compter sur une politique de puissance pour préserver nos intérêts. Les Nations Unies et leurs agences spécialisées jouent un rôle particulier dans le système multilatéral. Leur force réside dans l'universalité de leurs membres, leur pouvoir de convocation et la grande légitimité de leurs décisions. L'ONU est également unique parce que, outre le dialogue politique et le travail normatif, ces tâches comprennent une action opérationnelle sur le terrain,
par exemple par le biais des missions de paix et des casques bleus. La Suisse, mon pays, a un profil multilatéral fort. Elle jouit de la confiance de l'ONU et démontre sa volonté d'y jouer un rôle actif. En tant que bâtisseur de ponts, la Suisse sert de médiateur pour les solutions globales et promeut le dialogue et la paix. Nous sommes sur le point de terminer notre mandat de 2 ans en tant que membre élu du Conseil de sécurité et nous serons membres du Conseil des droits de l'homme pour la période 2025-2027. Depuis plus de 150 ans, la Suisse accueille des organisations et des conférences internationales. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la Genève internationale est le 2e site le plus important du système des Nations Unies après New York. Et le centre le plus actif de la gouvernance mondiale. Il y a plus de séances de travail à Genève qu'à New York, où les décisions sont finalement prises. Mais la négociation se fait très très souvent à Genève. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques 40 institutions et organisations internationales, environ 750 ONG, la société civile qui joue un rôle très important dans le système multilatéral. Et, last but not least, il y a 179 représentations permanentes. Donc il y a presque une représentation universelle du monde à Genève. La Genève internationale se tourne également vers l'avenir de la diplomatie. Cela a été mentionné aussi par mon collègue français. La gestion de la diplomatie numérique et de la gouvernance numérique. Il nous faut des règles pour l'espace virtuel. Il y a un développement exponentiel dans tous les domaines de la digitalisation, y compris l'intelligence artificielle. Cela va avoir un effet profond sur le monde, comment nos sociétés fonctionnent, et de là, sur la diplomatie. Il y a à Genève une organisation qui porte le nom de GESDA. Vous en entendez probablement pour la première fois. C'est le Geneva Science and Diplomacy Anticipator. C'est une organisation qui regarde très loin dans l'avenir pour anticiper les développements technologiques qui viennent vers nous, pour ne pas être surpris, pour pouvoir être préparé. Et elle injecte tout ce savoir dans la diplomatie, dans les négociations qui se font à Genève. Donc, gardez en tête ce défi qui va venir vers nous, la digitalisation, avec tout ce qu'elle peut apporter de bien et de mauvais pour l'humanité. Chers et chères étudiants, même dans le monde d'aujourd'hui, plus imprévisible et instable que jamais, nous avons besoin des Nations Unies fortes, de solutions communes, négociées, et d'un système international fondé sur des règles. Et vous êtes nos futurs diplomates. Je vous souhaite une expérience stimulante et enrichissante dans cette expérience, dans cette simulation des Nations Unies. Merci beaucoup de votre attention. Nous vous remercions de votre discours. Le secrétariat invite à présent son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Belgique. Monsieur Kagel, vous avez maintenant la parole. Madame la secrétaire générale, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers délégués, je suis un peu jaloux de vous parce que quand moi j'étais à l'école, ce type d'exercice n'existait pas. Donc je suis aussi un peu jaloux parce que je suis à la fin de ma carrière et dans quelques années je vais aller à la retraite. Donc je n'aurai pas le plaisir de vous rencontrer quand vous aurez réussi l'examen diplomatique. Après cet exercice, il vous attend la vie vraie de diplomate. Donc mais malheureusement, je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès pour le reste de votre vie. Et maintenant, un peu plus sérieux. Donc, merci beaucoup pour l'invitation de m'adresser à vous sur le rôle des Nations Unies, la francophonie et le rôle de la Belgique. Donc, comme membre fondateur des Nations Unies et comme pays de moyenne taille, le multilatéralisme est un principe et une politique de première importance pour la Belgique. Une organisation mondiale forte dont la clé de voûte est l'Organisation des Nations Unies,
est aussi important pour maintenir notre influence, notre sécurité et notre prospérité dans un monde complexe. C'est aussi une organisation où l'intersection entre la paix, la sécurité et le droit humanitaire est patente. Il faut donc protéger, renforcer et réformer cette institution. Le système multilatéral est fondé sur l'état de droit démocratique, l'ordre juridique international et les accords et acquis existants. Il convient donc de protéger ce système, qui est la seule manière adéquate pour offrir une réponse aux grands défis mondiaux dans un monde polarisé. Mais malgré la situation difficile, nous réussissons quand même à obtenir quelques succès par ce multilatéralisme. Je vous rappelle l'accord, par exemple, trouvé à Bakou dans la COP 29 sur le financement du changement climatique ou l'accord international pour protéger les océans en haute mer. Dans le titre, vous mettez aussi justice, donc une condition essentielle à la paix et la justice et la reddition des comptes. La Belgique soutient donc fermement la lutte contre l'impunité et le respect de l'état de droit. Mon pays respecte aussi entièrement les décisions des tribunaux et cours de justice internationaux, comme dans le cas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, par exemple, ou dans le Moyen-Orient. Je me réfère entre autres à la décision récente, ou l'annonce récente, d'inculper par la Cour pénale internationale d'inculper le Premier ministre et le ministre de la Défense israélien et de lancer un mandat d'arrêt. Deuxièmement, il faut aussi renforcer les Nations Unies et la position de notre pays, de nos pays et de l'Union européenne dans cette organisation. Il convient donc de maintenir et d'augmenter notre outreach envers les autres pays, mais aussi envers des partenaires moins évidents en vue de forger des partenariats régionaux transversaux. Donc il est important d'être neutre, nous trouvons ça, et d'avoir une politique égale envers les différents conflits dans le monde, pour ne pas encourir le risque de deux poids, deux mesures, au double standard que les pays non occidentaux lancent parfois envers nous. Il est nécessaire d'éviter les clivages nord-sud qui sont ravivés par les tensions internationales actuelles. Le renforcement du système passe aussi par l'octroi de financement adéquat. Il faut donc augmenter probablement les prêts des institutions financières internationales, ainsi que diversifier les sources de financement à travers, par exemple, des capitaux privés. Troisièmement, il faut réformer le système onusien pour en accroître l'efficacité. Je pense entre autres à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU ou la réforme des institutions financières internationales. Le secrétaire général Guterres avait lancé fin 2021 son projet de notre agenda commun avec un nombre de grands sommets. L'année passée, il y a eu le sommet Objectif de développement durable, cette année le sommet de l'avenir, comme vous le savez bien. L'année prochaine, on aura le sommet sur le financement pour le développement et le sommet social. La Belgique est très active dans ces sommets et leur préparation pour définir les mesures concrètes pour renforcer la réponse multilatérale aux défis et opportunités émergentes. On y a une position, je crois, pragmatique, ouverte et constructive, mais on émet également un message de expectations management et on incite les autres pays, surtout ceux dans le sud et les autres puissances économiques non occidentales, à être réalistes. Je l'ai déjà dit, la promotion et la protection des droits humains et de l'état du droit constituent un fil conducteur de la politique étrangère belge, aussi bien dans nos relations multilatérales que dans la relation bilatérale. La Belgique est en ce moment membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, et on est donc content d'accueillir l'année prochaine la Suisse comme partenaire. C'est l'organe central de promotion du respect des droits humains. Et les 4 priorités que nous avons, je vais les énumérer très vite, c'est renforcer la responsabilité et l'état de droit, c'est la promotion de l'espace civique et la protection des défenseurs des droits humains, c'est renforcement de l'égalité et de la lutte contre la discrimination en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants et aux filles. Tous les types de discrimination doivent être combattus. Finalement, c'est aussi mettre en avant l'indivisibilité et l'interdépendance des droits humains, qu'ils soient civils et politiques, ou encore économiques, sociaux ou culturels.
Je voudrais ici aussi signaler l'importance d'une presse, de la presse et de la liberté d'expression qui font partie intégrante de la démocratie. Nous tous, nous avons droit à une information correcte. Il faut donc protéger le journalisme de qualité et lutter contre la désinformation et les fausses nouvelles. Pour finir, quelques mots sur la francophonie, parce qu'on est quand même partenaires tous dans la francophonie, c'était aussi dans votre annonce, n'est-ce pas? Donc, tant l'État fédéral belge que la Fédération Bruxelles-Wallonie sont membres de plein droit de l'OIF, et ce depuis le début en qualité de contributeur important. Vous connaissez bien les missions et la valeur de la francophonie, je ne vais pas les répéter ici. Donc, il colle bien avec l'action diplomatique de la Belgique, et donc il trouve un écho certain dans le travail de la francophonie. La Belgique, pays multilingue, car moi je ne suis pas francophone d'origine, ni comme l'ambassadeur de Suisse d'ailleurs, donc vous avez eu droit à 2 ambassadeurs non francophones, mais qui font quand même partie de la francophonie et qui en sont fiers. Donc la Belgique s'associe pleinement au travail de la francophonie sur la langue française, dans la diversité linguistique de la francophonie. La francophonie rassemble aussi des pays de tous les continents, c'est aussi un atout pour nous, et elle peut donc peser dans la politique internationale et multilatérale. Il est donc de notre intérêt commun que l'OIF reste impliqué auprès de ses membres pour que son influence aide à promouvoir auprès de ceux-ci une vision du monde en meilleure adéquation avec la nôtre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite donc pendant ces journées un travail fructueux et donc je répète, je vous souhaite tout le succès dans le reste de votre carrière scolaire et de travail. Je vous remercie de votre discours. Le secrétariat invite à présent M. Evalin, directeur de l'Institut français de Grèce. Vous avez maintenant la parole. Bonjour à tous, monsieur le conseiller, cher Alexandre, messieurs les ambassadeurs, monsieur le professeur, messieurs et mesdames les enseignants du lycée français, chers étudiants. C'est la 4e année que l'Institut français de Grèce que je dirige accueille, enfin la 4e année depuis que je dirige l'Institut français de Grèce, que nous accueillons le MUN. Alors permettez-moi d'abord de dire notre fierté de mettre à votre disposition ce magnifique auditorium, très convoité d'ailleurs par un certain nombre d'autres institutions. Notre fierté aussi de voir la qualité des débats que les élèves de plusieurs lycées français conduisent donc depuis ces années sur les questions internationales. J'aimerais, puisque j'étais en poste en Allemagne et en Espagne, saluer en particulier les élèves du lycée français de Berlin et de Saragosse. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont nombreux, vous pouvez lever la main peut-être. Ah oui, quand même. Bon, voilà. Pour la grande masse, évidemment, ce sont les élèves du lycée français. Alors, les élèves du lycée français de la Croix, évidemment, je les salue tous les jours, hein, donc ne soyez pas vexés. Je crois que tout a été dit. Moi-même, je suis diplomate, hein. Peut-être que ça ne se voit pas, mais je vais partir à la même maison qu'Alexandre Diebold. Ah non, je n'ai pas de cravate, voilà, par exemple. Donc, le diplomate, il a une cravate, il bouge le mal, c'est connu. Donc, Alexandre a tout dit sur le multilatéralisme, la place de la France dans les Nations Unies. J'ajouterais peut-être 1 ou 2 éléments d'expérience personnelle. Moi, je n'ai pas eu la chance de travailler aux Nations Unies. J'ai pratiquement, depuis que je suis diplomate, travaillé uniquement sur des questions bilatérales, un peu multilatérales sur la francophonie et sur les questions de défense et de sécurité à l'OTAN. Donc j'ai quand même eu l'expérience du multilatéralisme, mais à un niveau moindre. Je dirais qu'effectivement, une institution comme les Nations Unies, quels que soient ses défauts, quelle que soit son impuissance, assez évidente en enseignement, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Dès le XIXe siècle, ou même dès la fin du XVIIIe siècle, vous avez des utopies, des utopistes qui expliquent qu'il faut une organisation internationale rassemblant l'ensemble des nations. Après la Première Guerre mondiale, vous savez qu'a été créée la Société des Nations. Elle a échoué de manière assez lamentable, mais en particulier parce que les États n'avaient pas la force d'agir. Elle n'a pas empêché la guerre en Asie avec les agressions japonaises contre la Chine, elle n'a pas empêché
les agressions allemandes en Europe centrale. Elle n'a pas empêché la guerre de l'Italie en Éthiopie. Et elle était totalement discréditée. Et justement, le fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les mêmes États décident de recréer une institution un peu plus forte, et avec davantage de pouvoir que la SDN, montre à quel point elle est indispensable et nécessaire. Je me souviens aussi quand on est jeune, on a tendance à considérer qu'effectivement, ça doit marcher très bien, ou si ça ne marche pas très bien, c'est que c'est inutile. Et je me souviens à Sciences Po, au début des années 80, la plupart d'entre vous, enfin, vous n'étiez pas nés, on devait en relations internationales faire une présentation sur le droit international, le respect du droit international. Et l'étudiant qui avait choisi ce sujet avait expliqué qu'en gros, personne ne respectait le droit international, que les États agissaient en fonction de leurs intérêts, utilisaient des rapports de force, etc. Et tout ça paraissait merveilleux, enfin, on était tous un peu exaltés. Et puis, notre enseignant nous a expliqué que pas du tout, et que même dans les pires moments de l'histoire de l'Europe ou de l'humanité, eh bien, il y avait des choses qui fonctionnaient. Par exemple, l'Union postale universelle, créée dans les années 1860, je crois, c'était dans le Second Empire en France, eh bien, ça fonctionnait. Il y avait encore les pays s'échangeaient des lettres, on était capable de correspondre entre pays, y compris entre pays qui étaient en hostilité. Le droit international, je m'en suis un peu occupé au ministère, c'est compliqué, on a quand même tout un bloc de pays qui le respectent, qui en tout cas annoncent souhaiter le respecter. Il y a tous les pays de l'Union européenne, il y a une bonne partie des pays d'Asie ou d'Amérique latine. Il est vrai que plus vous êtes puissant, moins vous avez envie de le respecter, mais malgré tout, c'est un cadre qui vous oblige. Et je pense qu'on ne doit pas, quelles que soient les évolutions actuelles, considérer qu'on est dans une situation où le droit international sera de moins en moins respecté. Alors, les historiens de l'avenir verront peut-être la période qui a commencé depuis 2-3 ans comme un tournant de l'histoire mondiale. Moi, j'ai commencé ma carrière diplomatique dans les années 90, et c'était un moment exceptionnel, puisque nous avions toute une série, tous les ans, de traités qui réduisaient les risques, qui réduisaient les tensions, qui réduisaient les armements, interdiction des armes chimiques, réduction des armements nucléaires entre les deux grandes puissances, interdiction des essais nucléaires. Il y avait même des espoirs de paix durable et définitive au Moyen-Orient, à la fin des années 90, au début des années 2000. Donc tout ça était une période particulièrement privilégiée. Si on compare effectivement notre temps d'aujourd'hui à cette période-là, on voit la différence. Mais l'histoire nous montre aussi qu'il y a des phases et qu'il faut tenir bon, continuer à défendre les valeurs auxquelles on croit, auxquelles les pays que vous représenterez, alors pas forcément tous, je crois qu'il y a quelqu'un qui représente la Corée du Nord, je ne sais plus, tous les ans il y a la Corée du Nord, je ne sais pas si c'est Castanet, mais bon, en tout cas les pays dans lesquels vous habitez ou dans lesquels vous résidez, dont vous êtes citoyens, croyez aux valeurs qu'ils défendent, défendez-les de votre côté. Il y a des phases dans l'histoire mondiale, on traverse une phase difficile et compliquée, mais le multilatéralisme survivra, le droit international continuera à être un outil indispensable à l'ordre international, et j'espère que dans vos débats, vous serez en mesure de vous en rendre compte. Merci beaucoup. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour la dernière fois, puisque l'année prochaine, ayant atteint la limite des 4 années possibles de présence en poste, ce sera un successeur ou une successeur qui s'adressera à vous, et je suis sûr qu'elle aura la même fierté de le faire que je l'ai fait pendant ces 4 années. Merci. Nous vous remercions pour votre discours. Le secrétariat invite à présent M. Tesson, proviseur du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix, à la tribune. Vous avez maintenant la parole. Merci beaucoup. Prendre la parole, ce n'est pas si simple dans un auditorium pareil. Monsieur le Premier conseiller de l'ambassade de France, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle,
Mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les élèves, chers élèves, c'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que je me trouve devant vous, beaucoup de fierté et d'émotion en qualité de proviseur du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix, organisateur de cet événement phare, à la fois du réseau AEFE évidemment, mais d'une manière beaucoup plus générale, qui s'inscrit dans une démarche collective. Et messieurs les ambassadeurs, vous faisiez référence à la francophonie. Quel meilleur moment, puisque cette semaine, la semaine des lycées français du monde, qui tourne autour de la question de la francophonie. Donc double satisfaction que cet événement ait lieu au lycée franco-hellénique Eugène Delacroix. Je tiens à remercier au nom des organisateurs Nicolas Balin pour le bel endroit dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, convoité, je le sais, je l'ai appris, et qui permet de donner la sonalité du moment, de ce moment qu'il mérite. Je tiens à remercier dès maintenant les familles. Alors on parle souvent de l'hospitalité grecque. Je pense que les familles, les élèves des lycées français du monde peuvent en attester. Donc merci à ces familles qui se sont portées volontaires pour accueillir des élèves qui viennent des lycées du monde. Sans eux, nous ne pourrions pas faire grand-chose et la logistique aurait été beaucoup plus compliquée, n'est-ce pas, chers élèves? Et puis, je souhaite devant vous remercier très chaleureusement, très sincèrement, très solennellement, les élèves organisateurs de terminale qui se trouvent devant vous, en partie, mais pas que, parce qu'il y en a plein autour de vous. C'est une année, ce sont des élèves de terminale, comme vous le savez, c'est une année importante pour vous. Le baccalauréat, Parcoursup ensuite, ça fait beaucoup de réflexions, et en même temps, une organisation à mener, à assurer, à assumer. Alors vous n'étiez pas seul, je pense que on peut aussi, j'en profite, pour remercier sincèrement les professeurs qui ont accompagné, professeurs et personnels, parce que M. Cavalcante, merci pour votre investissement et votre engagement à leur côté, mais pas que, on est 26, enfin, chers élèves, vous aurez l'occasion de rencontrer toute l'équipe de personnel qui ont accompagné nos organisateurs de cet événement. Le LFH MUN, c'est un laboratoire d'idées, ça va foisonner pendant 3 jours, j'en suis persuadé. La thématique est assez ambitieuse. Les thématiques sont faites pour être ambitieuses. Vous allez donc pendant 3 jours vous questionner, vous projeter, définir des problématiques, essayer de tenter d'apporter des réponses. Et en plus, alors c'est le proviseur qui parle, hein, vous allez investir tellement de compétences transversales sur l'écoute, sur l'argumentation, sur la prise de parole. C'est pas simple de prendre la parole devant tout le monde, je le répète. Les diplomates, c'est naturel, mais nous c'est un peu moins naturel. Et bref, vous allez passer 3 jours à apprendre beaucoup, vous tous, nous aussi. Et je vous souhaite donc 3 jours de réflexion intense et riche. Vous allez vous investir pleinement et avec conviction dans ces thématiques. Et moi, ce que j'aime aussi dans cet événement, c'est la présence de lycéens d'autres lycées français du monde. C'est le moment de donner un sens au réseau AEFE. C'est le moment de vous rencontrer, de partager. Vous savez qu'on parle souvent, peut-être que certains d'entre vous ont profité de ce programme ADN AEFE pour les élèves de seconde qui permettent d'échanger pendant quelques semaines vos expériences d'un lycée français à un autre lycée français. Et là, moi, je trouve que c'est extrêmement agréable de voir des élèves venant d'univers différents, de pays différents, plus ou moins loin, plus ou moins voisins, se retrouver, communiquer, se respecter, s'écouter. C'est aussi ça, le MUN, et vous le représentez, ça j'en suis extrêmement fier. Je vous souhaite 3 jours d'intense réflexion, de dialogue constructif, et puis d'amitié aussi. Parce que le réseau, ça se garde des années et des années et des années, et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci à vous, et bon travail à vous. Nous vous remercions pour votre discours. Le secrétariat invite à présent Madame Savinidou, directrice de la section hellénique du lycée franco-hellénique. Monsieur le premier conseiller de l'ambassade de France en Grèce, Monsieur l'ambassadeur de Suisse, Monsieur l'ambassadeur de Belgique,
Monsieur le directeur de l'Institut français de Grèce, Madame l'attachée en coopération éducative, Monsieur le professeur, Dieu le fasse, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers lycéens de toutes les écoles participantes, chers élèves, toute la communauté scolaire, représentée ici par Monsieur le proviseur, Monsieur Tesson, porte un vrai intérêt pour l'EFAS MUN. Et l'EFAS MUN est le fruit d'un engagement exceptionnel d'un groupe d'élèves de terminale de 2 sections du l'EFAS. Et au fil de ces années, cet événement est devenu, je pourrais dire, une institution emblématique. Une institution qui unit non que nos élèves, les élèves du l'EFAS, mais les élèves aussi d'autres écoles d'Athènes. Cette année, nous accueillons les élèves du Collège Athénum et de American Community School et d'autres écoles d'autres pays. Chers élèves, votre présence ici nous apporte vraiment un grand sentiment de satisfaction et nous montre que nous sommes en bonne direction. Durant ces 3 jours, les élèves vont des résolutions, débattront, feront des alliances, bâtiront des compromis pour réaliser leurs rêves, pour avoir un monde juste, solidaire et progressiste afin d'avoir un avenir équitable. Pour ces rencontres du débat, chers élèves, je souhaite que les valeurs humanistes, les valeurs tout d'abord de justice, de tolérance et le refus du monolithisme, c'est quelque chose qui va vous éclairer encore. Et en effet, c'est continuer à penser que cet esprit de tolérance contre la discrimination, c'est quelque chose qui va être présent à côté de vous et c'est quelque chose qui va régner d'abord résolution. Elle va lutter l'égoïsme et tous les préjugés qui existent même encore. Ces élèves, je voudrais aussi vous dire qu'à l'occasion de cette conférence, profitez bien de l'occasion de faire des liens entre vous, de faire des liens d'amitié qui vont vous suivre pour toute votre vie, et aussi pour les élèves d'écoles d'Istanbul, d'écoles de Saragosse, de Berlin, de Paris et d'écoles du Caire. Je veux dire qu'il faut vraiment profiter de la générosité grecque, de l'hospitalité grecque que vous avez bien, je pense, vécu durant 16 jours dans les maisons de nos élèves. Je dois un grand merci aux familles qui, même encore cette année, font preuve de leur générosité et permettent, avec cette ouverture de leur maison, la tenue de ces rencontres. Je termine avec un grand merci à M. Ibalan et à Mme Rabot qui nous donnent la possibilité, l'occasion de faire cette cérémonie d'ouverture dans ce lieu extraordinaire qui symbolise l'amitié des 2 pays, un amphithéâtre dans l'Institut français nommé Théodoropoulos. Et je termine avec mon admiration pour Roberto Cavalcante, déjà exprimé, qui sait très bien soutenir et accompagner les élèves pour réaliser le MUN sur les conditions vraiment les meilleures. Alors, c'est à vous les élèves, les règles maintenant. Merci. Nous allons maintenant procéder au discours des membres du secrétariat. Le secrétariat invite à présent Aya Kachkev Doka, secrétaire générale adjointe, à la tribune. Vous avez maintenant la parole. Chers invités, merci pour votre présence. Nos vraies armes, ce sont nos principes, à condition de les appliquer et d'inventer
un autre chemin que celui de l'affrontement. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal, nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Ces mots de Dominique de Villepin que je partage avec vous résonnent avec force dans notre monde d'aujourd'hui. Mais je veux rajouter ceci. Nous sommes bien les gardiens d'un idéal, les gardiens d'une conscience, mais aussi les gardiens d'une paix. La paix n'est pas une utopie lointaine, mais une tâche ardue, une responsabilité partagée que nous devons accomplir ensemble. La paix, création continue, la paix, rêve suspendu, doit être notre priorité. L'Organisation des Nations Unies est née d'un espoir. L'espoir est la volonté après la Seconde Guerre mondiale de passer d'un conflit mondial à la coopération mondiale. Aujourd'hui, notre organisation est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Aujourd'hui même, il faut conserver cet espoir d'un monde meilleur, d'un monde en paix. Aujourd'hui, nous devons faire vivre les valeurs des Nations Unies et plus que jamais, il faut donner une chance à la paix. Pour redonner à ces deux mots Nations Unies leur puissance, nous devons nous retrouver comme jadis sur un socle essentiel. Dans un moment de grande gravité où notre ordre international semble être tendu, les Nations Unies doivent continuer à essayer de porter cette voix exigeante, fidèle à ses valeurs, qui refuse les simplifications des moments et qui continuera à se battre pour les principes simples qui nous ont toujours portés. La justice, la solidarité et la prospérité. Telle sera notre voie, toujours singulière, voie des valeurs profondément ancrées sur la conscience humaine. La justice, liberté en action, la solidarité, tendresse des peuples, la prospérité, vent du renouveau, sont la voie d'un avenir en paix. Ensemble, nous pouvons bâtir ce futur. Ensemble, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire. Ensemble, nous devons agir maintenant. Que chaque débat, chaque résolution et chaque décision que vous prenez ici sont guidées par un profond respect pour la dignité humaine et un engagement sincère pour un avenir meilleur. Je vous remercie. Le secrétariat invite à présent Ilias Papas, président de l'Assemblée générale. Madame l'ambassadrice, Monsieur les ambassadeurs, Monsieur le proviseur, honorables invités, cher état-major, délégués, équipe de presse, équipe de sécurité et admin. Après 2 participations en tant que délégué et une en tant que vice-président du comité du désarmement et de la sécurité internationale, cette année, j'ai le grand honneur de prendre la parole en tant que président de l'Assemblée générale. Dans un premier temps, je voudrais remercier tous les délégués de leur présence à la cérémonie d'ouverture de la 6e édition du LFH-MUN. Votre engagement à cette conférence fait preuve d'une volonté de collaboration. Votre participation à une simulation des Nations Unies n'est pas uniquement de jouer le rôle d'une délégation, mais aussi de réfléchir en profondeur sur le monde tel qu'il est et sur celui que nous voulons construire. Le LFH-MUN est bien plus qu'un événement académique. La pertinence des débats et la rencontre de nouvelles personnes sont des éléments fondamentaux qui contribuent à la formation d'un événement à la fois social et éducatif. Cette année, les sujets pour lesquels vous allez débattre se focalisent sur les enjeux les plus cruciaux de notre époque. Les défis environnementaux, le problème des drogues dans les écoles, les inégalités croissantes et les conflits mondiaux. Afin de trouver une solution à ces défis, nous devons tous nous unir et défendre nos idées pour assurer la prospérité dans le monde. Je vous encourage donc d'aborder ces débats non seulement avec sérieux, mais également avec sincérité. Chaque intervention que vous ferez, chaque résolution que vous proposerez, est une occasion de penser ensemble et d'affirmer vos idées. N'oubliez pas que la diplomatie n'a pas pour but d'imposer, mais plutôt de celui de rapprocher les différents points de vue. J'espère que chacun fera de son mieux afin de faire de ce MUN une expérience inoubliable. Merci beaucoup et je vous souhaite d'excellents 3 jours. Je souhaite la parole au secrétaire.
Nous vous remercions pour votre discours. Le secrétariat invite à présent Debbie Natalia, secrétaire générale de la conférence, à la tribune. Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, chers délégués, membres du comité d'organisation, équipe de presse, équipe de sécurité, nos infatigables amis, et bien sûr, Monsieur Cavalcante. Bienvenue à cette nouvelle édition du LFHMUN, une conférence qui, depuis 6 ans maintenant, transcende les frontières et unit des esprits brillants venus du monde entier. C'est grâce à vous, chers délégués, et à votre engagement, que cette aventure prend vie année après année. Merci également à nos invités d'honneur, dont la présence ici est un témoignage précieux de soutien à cette noble mission, former les citoyens actifs et éclairés de demain. 363 jours, voilà combien de temps s'est écoulé depuis que l'idée de cette conférence a commencé à germer. 363 jours, de travail acharné, de planification méticuleuse et, oui, parfois de nuit blanche. Aujourd'hui, tout cela converge ici, dans cette salle. Ce n'est pas simplement une conférence qui commence, c'est une plateforme, une opportunité, voire même un moment décisif dans mon parcours personnel. Face à moi, je vois des jeunes dotés d'une ambition immense. Je vois des esprits curieux, des leaders en devenir. Vous êtes là parce que vous croyez que le monde peut changer. Et il peut. Mais souvenez-vous d'une chose. Vouloir changer le monde, ce n'est pas suffisant. Il faut l'audace de s'engager, la ténacité de persévérer et le courage de faire entendre sa voix, même quand celle-ci tremble. Alors que ce ne soit pas juste une intention, mais une action. Chers délégués de Saragosse, du Caire, de Paris, d'Istanbul, de Berlin et d'Athènes, vous êtes les architectes de ce changement. À travers vos débats, vos résolutions et vos propositions, vous pouvez prouver que la collaboration transcende les frontières. Vous pouvez montrer que justice, solidarité et prospérité ne sont pas des utopies, mais des objectifs atteignables. La tâche peut sembler écrasante, mais souvenez-vous, chaque grand changement commence par une étincelle. Soyez donc cette étincelle. Le monde d'aujourd'hui regorge de défis. Conflits interminables, crise économique, urgence climatique, la liste est longue. Mais plus encore, il est rempli de peur. Peur du lendemain, peur de l'insécurité, voire peur de l'inconnu. Mais que faisons-nous trop souvent? Nous détournons le regard. Pourtant, le silence est une complicité insidieuse, une arme destructrice. Il est temps donc de rompre ce silence. Parler, débattre, proposer, parce qu'aujourd'hui vous avez une voix, et elle compte. Et si vous doutez de votre impact, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi pas vous? Pourquoi ne seriez-vous pas les leaders, les penseurs ou les décideurs de demain? Les outils sont entre vos mains. Cette conférence est votre laboratoire, vos terrains d'expérimentation. Profitez-en pour tester vos idées, affiner vos arguments et surtout apprendre. Apprendre de vos pairs, de vos succès, de vos erreurs. Quant à moi, je sais une chose. Le LFHMUN a changé ma vie. Sans cette tribune, je serais encore cette jeune fille terrifiée à l'idée de parler en public, cachée au fond de la salle. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous. Le cœur battant certes, mais résolu. Alors, osez. Sortez de votre zone de confort, dépassez vos peurs et surtout, amusez-vous. Car oui, le changement peut être sérieux, mais rien dit qu'il doit être austère. Je vous souhaite 3 jours riches en débats, en rires et en découvertes. Que cette expérience vous donne des ailes et qui sait, peut-être des larmes d'émotion. C'est ça aussi la passion. Merci à vous tous pour votre engagement et bonne conférence. Nous vous remercions de votre discours. À présent, nous allons procéder au discours des élèves représentants des 5 écoles étrangères. Le secrétariat invite à présent Andrei Oldey, élève ambassadrice du lycée français de Molière. Vous avez maintenant la parole. Andrea. Distinguished Secretariat and Chairs, esteemed delegates, and honored guests, good morning. It is a privilege to represent Lycée Français Molière de Saragosse at LFHMUN in Athens, a city synonymous with democracy and dialogue. For our school, Mall United Nations is more than an academic exercise. It's a space where students challenge themselves to think critically, speak confidently, and collaborate across differences.
It's a chance to step into the shoes of decision makers and tackle the pressing global challenges of our time. At Lycée Français Molière, we see LUN as a bridge to the world, fostering an understanding of international perspectives and the interconnectedness of our shared challenges. From debates on climate change to discussions on social justice, we know the power of dialogue to spark solutions and inspire change. It is especially important to engage with these topics because they reflect the urgent realities of our world. For example, the ongoing crisis in Afghanistan continues to spotlight the erosion of women's rights, with girls barred from education and women excluded from public life, a stark reminder of how fragile progress can be. Similarly, the situation in Myanmar, where democratic freedoms are under threat, show the devastating impact of political instability. These challenges demand our attention because they not only affect these directly involved, but also reshape the global landscape. By discussing them, we equip ourselves to advocate for the fundamental rights and freedoms that underpin a just and equitable society. Athens provides the perfect backdrop to discuss these fascinating topics, reminding us the values of debate, reason, and mutual respect. As delegates, let us make the most of this opportunity, not only to debate and defend our positions, but to listen, to learn, and to build a shared vision for the future. On behalf of my school, I thank the organizers for bringing us together and wish everyone a meaningful, productive, and a much enjoyable conference. Thank you. Nous vous remercions pour votre discours. Le secrétariat invite à présent Khan Alpat et les ambassadeurs du lycée français Pierre Loti. Vous avez maintenant la parole. Mesdames et messieurs, chères présidences de cette assemblée et chers présidents de comité, c'est avec une immense fierté que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Cet honneur dépasse ma personne. Il incarne l'esprit de notre établissement et de notre communauté éducative. Ces simulations, au-delà de leur aspect académique, nous rappellent l'importance d'une coopération internationale harmonieuse. En tant que nation, certes, nous sommes divisés par des frontières, mais nous sommes réunis grâce à des institutions telles que l'ONU. Aujourd'hui, le lycée franco-hellénique se transforme en un véritable carrefour, un lieu d'échange où des communautés, des établissements des quatre coins du monde se convergent. Des délégués de différentes cultures, de différents arrière-plans, de différentes nationalités, se rencontrent, échangent et bâtissent des ponts entre leurs différences. En tant que lycée français Pierre Loti d'Istanbul, nous sommes très ravis d'être ici, d'être invités par le lycée franco-hellénique et d'être accueillis par des familles grecques. Je vous remercie. Merci. Nous vous remercions pour votre discours. Le secrétariat invite à présent Sophie Stefanescu et Kalisto Svetkov, élèves ambassadeurs du lycée français de Berlin. Mesdames et messieurs, chers délégués, chers professeurs venus du monde entier, je suis Kalisto. And I am Sophie. Nous sommes véritablement honorés de prendre la parole aujourd'hui à l'Institut français en Grèce pour aborder un sujet qui nous vient de notre propre ville, Berlin, la diversité. Athènes est une ville riche en histoire, un carrefour de culture depuis des millénaires. Today, this rich culture continues to prosper with people gathering from all around the world, bringing along their traditions, their languages, and unique experiences. But this diversity does not limit itself within the streets of Athens. It's also reflected in other cities, such as Berlin, as well as in our own classrooms. Parmi nos camarades, chacun apporte une perspective différente, issue de son propre parcours et de ses origines. Nous portons des origines françaises, allemandes, mais aussi roumaines, polonaises, algériennes, camerounaises, italiennes, iraniennes, bulgares, et plein d'autres. Aujourd'hui, nous nous retrouvons comme classe représentant Berlin à Athènes. Together, we learn that diversity is not an obstacle, but a force uniting us and preparing us to face oncoming global issues concerning us
and our future generations. Nous sommes convaincus que c'est en célébrant la diversité à Athènes comme à Berlin ou dans nos autres propres environnements que nous pourrons véritablement créer un monde plus juste, plus solidaire et plus ouvert. We want to thank the Lycée Franco-Hellénique for organizing the MUN and inviting us to take part in what we are sure is going to be an amazing experience. We also want to thank the families who kindly opened their homes for us, as well as our teacher, Madame Pereira, who made this trip possible. On vous souhaite un bon MUN. And don't forget to have fun. Merci. Nous vous remercions pour votre discours. Le secrétariat invite à présent Daphné Grieux, élève ambassadrice du lycée Maurice Ravel. Vous avez maintenant la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier l'organisation du LFH Moon pour avoir invité notre lycée de Paris. C'est un honneur pour moi de vous parler aujourd'hui en tant que présidente du Maurice Ravel Moon. Je voudrais aussi remercier mon bureau pour être venu jusqu'ici et s'être préparé au débat du mieux qu'il le pouvait. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un but, comprendre les enjeux géopolitiques de notre monde et essayer d'en être acteurs et actrices le plus possible. Il me semble d'autant plus intéressant d'être réunis ici, venant de plusieurs pays, avec chacun nos enjeux nationaux, et donner ainsi une résonance plus internationale à nos débats et à nos échanges. Dans un monde comme le nôtre, toujours plus divisé et fracturé par les conflits et les guerres, nous réunir aujourd'hui dans un but de paix, collaboration et amitié, nous investir réellement comme des acteurs de demain montre qu'il reste de l'espoir. Car il est de notre responsabilité, en tant que citoyens, peu importe notre nationalité, de nous engager pour notre futur, ainsi que celui de la planète et de la géopolitique. J'attends avec impatience les jours de débat qui arrivent, en espérant que nous en garderons un beau souvenir. Merci à toutes et à tous. Nous vous remercions pour votre discours. Le secrétariat invite à présent Sarah El Aoussi, élève ambassadrice du lycée français du Caire. Vous avez maintenant la parole. Mesdames et messieurs, chers professeurs, chers secrétaires généraux, chers élèves, c'est avec un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui en tant qu'élève égyptienne du lycée français du Caire. Je vis dans une région riche en histoire et en diversité, mais aussi confrontée à des défis sans précédent. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont à la croisée de chemins, où l'innovation se heurte à la tradition et où les aspirations des jeunes se confrontent souvent à des réalités difficiles. Les conflits armés, les crises économiques et les questions environnementales ne sont que la surface d'une réalité bien plus complexe. Mais alors, que pouvons-nous faire? C'est ici que les MUN entrent en jeu. Les MUN ne sont pas une simple simulation. C'est un espace de dialogue et de réflexion, une plateforme où nos voix peuvent se faire entendre. C'est ici que nous apprenons à écouter, à débattre et à trouver des solutions ensemble. Les MUN nous apprennent non seulement comment défendre nos idées, mais aussi à comprendre celles des autres. Enfin, rappelons-nous que l'unité est notre plus grande force. Les défis sont nombreux, mais nous avons les outils pour les surmonter. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Je vous remercie. Nous vous remercions pour votre discours. Avant de déclarer cette 6e édition du LFH-MUN officiellement ouverte, la Presse-Team vous a préparé une petite vidéo. Ouais, c'est toujours pareil. Ils parlent, ils réfléchissent, mais à la fin, c'est moi qui décide. Let's get things done, you know. Ok, on commence. Capitalisme, liberté, pouvoir d'achat. Non merci. Nous préférons garder les choses sous contrôle. La liberté,
Toujours un peu trop direct chez vous, non? Peut-être qu'un peu de finesse, ça aiderait? Je pense qu'on devrait pas trop prendre de décisions. La neutralité, ça a du bon parfois, non? Bon, entre nous, clairement, le problème, c'est que tout le monde ici manque clairement de classe. Heureusement que je suis là. Et puis, la diplomatie, c'est un art. Faut savoir le manier, quoi. Je trouve que tout se passe parfaitement. Pas de décision, pas de problème. Non mais je te jure, le gruyère, tu dois goûter. Non mais tu Vraiment. compares ça à un vrai bon camembert? Sur une tranche de pain, enfin, Non, c'est mais, délicieux, ouais, quoi. mais c'est fin, ça va avec tout. Enfin, Sur des pâtes, surtout, quoi. Le camembert. Ce que je te propose, c'est un plan de 5 ans de pêche durable. Non! Écoute, tu peux pas tout avoir dans la vie, c'est pas toi qui décides. Je fais ce que je veux. Tu devrais t'y habituer. Y a rien à voir ici. Circulez! Il parle beaucoup. Mais moi, je planifie. Je savais qu'il finirait par suivre. On sait qu'il mène la danse ici. Bon, ça suffit, hein? Tiens. Entendu. bon, c'est fini la diplomatie. Hein. On va se boire un café? Ouais. Personne n'a pris de décision, donc pas de problème. C'est ça le vrai succès. Bon, comme d'habitude, l'élégance et la diplomatie française ont triomphé. Nous appelons à présent M. Tesson au podium pour inaugurer la 6e édition du LFH MUN. C'est officiellement ouvert pour la 6e édition. Donc la 6e édition du LFH MUN est officiellement ouverte.